Au cœur du Sahara libyen, à 900 km au sud de Tripoli, dans une région qu'on appelle aujourd'hui le Fezzan, il y a 2000 ans, un peuple cultivait du blé, des dattes, du raisin, en plein désert, sur des terres où il ne pleut presque jamais. Ils s'appelaient les Garamantes. Et pour faire pousser quoi que ce soit dans cet enfer minéral, ils avaient creusé sous le sol, à la main, un réseau de galeries souterraines totalisant, selon les calculs récents, plus de 600 km de longueur cumulée. Des aqueducs sous le désert qui drainaient une nappe fossile vers la surface, goutte à goutte, depuis plusieurs siècles. Et puis la nappe s'est tarie, les villes se sont vidées, le sable a tout repris. Aujourd'hui, vous ne trouverez les Garamantes dans aucun manuel scolaire. Vous ne trouverez leur capitale, Garama, sur presque aucune carte. Et personne ne sait, exactement, combien ils étaient au sommet de leur civilisation. Parce qu'on n'efface pas un peuple en une bataille, on l'efface en cessant d'écrire son nom. Aujourd'hui, 12 peuples qu'on a effacés de l'histoire. Pas un par un, mais en bloc. Certains par la guerre, certains par le désert, certains par l'islam, par Rome, ou par leur propre choix de brûler tout ce qu'ils avaient bâti, tous les 60 ans, dans un rituel qu'on ne comprend toujours pas. Pour chacun, on saura qui ils étaient, ce qu'ils avaient inventé, comment ils ont disparu et ce qui reste d'eux aujourd'hui, dans une vitrine, sous une dune ou dans le sang de leurs descendants qui ignorent qu'ils en sont. Le dernier de la liste, vous le connaissez de nom, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec ce qu'il a vraiment été. Et c'est peut-être le cas le plus net d'effacement délibéré de toute l'histoire occidentale. Première escale, sud de l'Espagne, embouchure du Guadalquivir, entre Cadix et Séville. 11e siècle avant notre ère. Sur ce delta marécageux s'installe un peuple qu'on ne sait pas, encore aujourd'hui, d'où il vient. Probablement un mélange entre population ibère autochtone et marins phéniciens venus de Tyr. Ils fondent une cité, un royaume, qu'on appellera Tartessos. Pendant 5 siècles, ils dominent le commerce de l'étain et de l'argent de tout l'ouest méditerranéen. La Bible, dans le livre d'Ézéchiel, en parle sous le nom de Tarshish, où le roi Salomon envoyait ses navires tous les 3 ans chercher de l'or, de l'argent, de l'ivoire et des pans. Les Grecs en parlent aussi. Hérodote la décrit comme prospère, civilisé et dirigé par un roi qui s'appelait Argantonios, celui à la barbe d'argent, et qui aurait vécu, selon la tradition, 120 ans. Et puis, autour de 500 avant notre ère, plus rien. Tartessos disparaît des sources, en une génération. Pas de récit de bataille, pas de chute, pas de migration documentée. Le silence. Les hypothèses sont nombreuses. Un tremblement de terre suivi d'un tsunami qui aurait submergé le delta, une catastrophe climatique, une absorption progressive par les Carthaginois qui s'installent dans la région à la même époque. Aucune n'est démontrée. Pendant 2500 ans, on a pensé que Tartessos était une légende, un Eldorado biblique sans réalité. Et puis, en 1958, des ouvriers qui creusent dans une colline au nord de Séville, dans un endroit qui s'appelle El Carambolo, tombent sur une jarre. À l'intérieur, 21 pièces d'orfèvrerie en or massif, d'une finesse qu'on n'avait jamais vue dans la péninsule ibérique pour cette époque. Un pectoral, des bracelets, des plaques de coiffure. Aujourd'hui, au musée archéologique de Séville. Tartessos existait. Elle s'est éteinte sans qu'on sache pourquoi. Et son écriture, dont on a retrouvé une centaine d'inscriptions sur des stèles, n'est toujours pas déchiffrée. Hukuteni Tripilia. À 2500 km à l'est, en Europe centrale, à la même époque que les pharaons construisaient leurs premières pyramides, donc bien avant Tartessos, un autre peuple faisait quelque chose de complètement inédit. Et il le faisait depuis presque 3000 ans. On l'appelle aujourd'hui la civilisation de Cucuteni Tripilia,
du nom des deux villages, un en Roumanie, l'autre en Ukraine, où on a trouvé les premières céramiques. Elle s'étendait sur l'actuelle Roumanie, La Moldavie et une grande partie de l'Ukraine, entre 5500 et 2750 avant notre ère. Ces gens-là vivaient dans des méga-villes. Le terme n'est pas exagéré. Le site de Talianki, en Ukraine, couvre 450 hectares, l'équivalent moderne d'une ville comme Saint-Malo intramuros, et abritait, à son apogée, entre 15 000 et 20 000 habitants. Vers 3800 avant notre ère, à une époque où, en Mésopotamie, on en est encore au village. Et ils ne sont pas seuls. On a identifié au moins 4 autres mégavilles de la même taille et plusieurs centaines de villages plus petits. Et voilà ce qu'aucune autre civilisation néolithique connue n'a fait. tous les 60 à 80 ans, Sans cause visible, pas de guerre, pas de famine, pas d'épidémie, les habitants démontaient leurs maisons, sortaient les biens et brûlaient l'intégralité de leur mégaville. Volontairement. Puis, ils en reconstruisaient une nouvelle, soit au même endroit par-dessus les cendres, soit à quelques kilomètres. Et ils recommençaient. Pendant 3000 ans. On ignore pourquoi. Hypothèse rituelle, purification cyclique du sol, hypothèse sanitaire, éliminer les parasites accumulés. Hypothèse symbolique, la maison comme corps qui meurt avec son propriétaire. Aucune n'est démontrée. Vers 2750 avant notre ère, sans explication, la civilisation s'éteint. vraisemblablement sous la pression conjointe d'un changement climatique sec Et de l'arrivée des cavaliers indo-européens venus de la steppe pontique. Choisissez l'explication qui vous rassure le plus. Mais le fait est là. Pendant 3 millénaires, le plus grand peuple urbain d'Europe brûlait sa propre civilisation à intervalles réguliers. Et personne ne sait pourquoi. Saut de Milan et 3000 km au sud-est. 17e siècle avant notre ère. Sur le plateau anatolien, dans l'actuelle Turquie centrale, une fédération de tribus indo-européennes prend le contrôle d'un territoire qui s'étendra, à son apogée, du nord de la Syrie jusqu'à la mer Noire. Ce sont les Hittites. Leur capitale, Hattusa, près de l'actuelle Boğazkal, comptait peut-être 50 000 habitants. Ils ont écrit, En caractères cunéiformes empruntés aux Mésopotamiens, des dizaines de milliers de tablettes d'argile sur l'administration, le droit, les traités diplomatiques, les rituels religieux. ils ont signé, En 1259 avant notre ère, avec le pharaon Ramsès II, le plus ancien traité de paix écrit de l'histoire de l'humanité, dont une copie agrandie est aujourd'hui exposée à l'entrée du siège des Nations Unies à New York. ils dominaient le Proche-Orient. Et puis, vers 1180 avant notre ère, en l'espace d'une seule génération, leur empire s'effondre. Hattusa est incendiée, vidée, jamais reconstruite. La langue hittite cesse d'être parlée. L'écriture est oubliée. Les sites sont recouverts par d'autres peuples, par les Phrygiens, puis par les Lydiens, puis par les Perses, puis par les Romains. Et le nom même des Hittites disparaît à un point tel que pendant 3000 ans, il n'existe plus que dans 2 ou 3 passages obscurs de la Bible où ils sont mentionnés sans aucune précision. Hittites, on a longtemps cru qu'il s'agissait d'une petite tribu cananéenne. Jusqu'en 1906. Un orientaliste allemand qui s'appelle Hugo Winkler, En mission archéologique dans le centre de la Turquie, sur les conseils d'un voyageur qui avait remarqué d'étranges blocs taillés affleurant dans le sol, commence à creuser près du village de Boğazkale. il trouve 10 000 tablettes cunéiformes. Une bibliothèque royale entière, intacte, sous la terre. Il faudra encore 9 ans pour qu'un linguiste tchèque, Bedřich Hrozný, démontre en 1915 que la langue de ces tablettes est indo-européenne. C'est la première preuve Qu'au 2e millénaire avant notre ère, il y avait des Indo-Européens en Anatolie. Tout un pan de l'histoire ancienne s'effondre, et tout un peuple sort de l'oubli. Aujourd'hui, à Hattusa, On peut encore franchir la porte des lions,
taillés dans le calcaire il y a 3300 ans. Personne, dans le village voisin, ne sait dans quelle langue parlaient les gens qui l'ont sculpté. Pendant que les Hittites montent en puissance, À 1000 km au sud-est, dans le nord de la Syrie actuelle, un autre royaume rivalise avec eux. On l'appelle le Mitanni. Sa capitale, Ouachoucani, n'a jamais été retrouvée. Les hypothèses la situent quelque part dans la région du Cabour, entre la Turquie et la Syrie, mais aucune fouille n'a permis de confirmer. Les Mitanniens parlaient une langue ourite, mais leur élite militaire portait des noms et adorait des dieux indo-iraniens. Mitra, Varuna, Indra, les mêmes que ceux qu'on retrouvera 1000 ans plus tard dans les Védas en Inde. c'est une énigme linguistique majeure. Qu'est-ce que des proto-indiens faisaient à la cour d'un roi ourite en Syrie du Nord au XVIe siècle avant notre ère? Les Mitanniens ont inventé, ou plutôt perfectionné, la cavalerie sur char à 2 chevaux, lourdement armée d'archers, qui dominera la guerre au Proche-Orient pendant 3 siècles. Ils ont laissé un traité d'élevage de chevaux, rédigé par un certain Kikuli, qui détaille jour par jour, pendant 214 jours, l'entraînement d'un cheval de combat. C'est encore aujourd'hui un texte technique parfaitement utilisable. Ils ont marié leur princesse au pharaon d'Égypte. La correspondance diplomatique entre la cour d'Amarna et celle de Ouachoucani, retrouvée en 1887, montre des échanges d'or, de bijoux, de promesses, écrits sur des tablettes en akkadien parfait. Et puis, vers 1260 avant notre ère, les Assyriens, qui étaient leurs vassaux, se retournent contre eux. Le roi Salmanasar Ier rase Ouachoucani au sol. Le royaume mitannien disparaît en moins de 10 ans. Sa population est en partie massacrée. En partie déportée, en partie assimilée. Sa langue, le ourite, s'éteint en quelques générations. Et son nom même, Mitanni, disparaît des sources jusqu'au XIXe siècle, quand on déchiffre les tablettes d'Amarna. Pendant 3000 ans, Personne n'a su qu'une grande puissance avait existé là. Et aujourd'hui, à cause de la guerre en Syrie, il est devenu impossible de chercher leur capitale perdue. Elle attend, quelque part sous les collines du Khabour, qu'on revienne la chercher. À 200 km à l'ouest, sur la côte syrienne en face de Chypre, à 10 km au nord du port moderne de Latakié, il y a une petite colline qu'on appelle Ras Shamra. Elle a l'air d'un tertre comme un autre. En 1928, un paysan alaouite y donne un coup de pioche dans son champ. Il déterre une tombe en pierre. Les antiquités syriennes alertent les Français qui, à l'époque, administrent la région sous mandat. Une mission, dirigée par Claude Scheffer, commence à creuser en 1929. Et là, il trouve ce que personne n'attendait. Une cité-État entière, parfaitement conservée sous 3 mètres de terre, avec son palais royal, ses temples, sa bibliothèque administrative et, surtout, environ 1500 tablettes d'argile écrites dans une langue inconnue. Cette cité s'appelait Ougarit. Elle a vécu entre le 15e et le 12e siècle avant notre ère. Elle était à la fois vassale des Hittites au nord et partenaire commercial de l'Égypte au sud. Sa population approchait les 8000 habitants. Sa flotte de commerce naviguait jusqu'en Crète. Son palais royal couvrait 10 000 mètres carrés. Et voilà ce qui fait d'Ougarit le cas le plus extraordinaire. Sur ces 1500 tablettes, beaucoup sont en akkadien, la langue diplomatique de l'époque qu'on savait déjà lire. Mais une partie est écrite avec un système totalement nouveau. 30 signes cunéiformes, chacun représentant une consonne. 30. Pas plusieurs centaines de signes-syllabes, comme en akkadien, pas plusieurs milliers de signes-mots, comme en chinois ou en égyptien. 30 lettres. C'est, à ce jour, le plus ancien alphabet du monde, daté du XIVe siècle avant notre ère. 3300 ans avant celui que vous lisez en ce moment, quelqu'un à Ougarit a eu l'idée que pour écrire toutes les nuances d'une langue, on n'avait pas besoin de plus que 30 caractères. C'était une révolution intellectuelle.
La tablette qui sert d'abécédaire, La fameuse tablette AO 10Z7242 est aujourd'hui au Louvre, salle 304. Arrêtez-vous une seconde. Ougarit a inventé l'alphabet. et Ougarit, A été incendié intégralement vers 1185 avant notre ère parce que les Égyptiens appelaient les peuples de la mer. La ville n'a jamais été reconstruite. Et son nom même a été oublié jusqu'au coup de pioche du paysan alaouite en 1928. L'inventeur de l'alphabet, celui sans lequel vous ne pourriez lire ses sous-titres, n'a pas de nom. et le peuple qui l'a inventé a été rayé de l'histoire Pendant 3000 ans. Continuons vers le sud, très au sud. Yémen actuel, à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique, entre les déserts et la mer Rouge. Vers le Xe siècle avant notre ère, Un royaume s'installe au pied des hauts plateaux. On l'appelle Saba. la Bible en parle dans le premier livre des rois. La reine de Saba vient à Jérusalem rendre visite au roi Salomon, avec une caravane de chameaux chargés d'or, d'aromates et de pierres précieuses. L'épisode est probablement légendaire. Le royaume, lui, est tout sauf une légende. Saba contrôle, Pendant 8 siècles, la route mondiale de l'encens et de la myrrhe. ces deux résines aromatiques, Indispensables au culte religieux de toute l'Antiquité, du temple de Salomon au sanctuaire romain, ne poussent que dans une zone très étroite, sur les côtes du sud de l'Arabie et de la Corne de l'Afrique. Les Sabéens captent le monopole. ils acheminent ces produits par caravane sur 2000 km. Jusqu'à Pétra et Damas. Ils s'enrichissent considérablement. Leur capitale, Mareb, à 120 km à l'est de Sanaa, devient l'une des plus grandes cités du monde antique. Et au 7e siècle avant notre ère, Ils construisent ce qui restera, pendant 13 siècles, le plus grand ouvrage hydraulique de la planète, le barrage de Mareb. Un mur de pierre de 600 mètres de longueur, qui retient les eaux de pluie des montagnes pour irriguer 10 000 hectares de terres agricoles dans une région où il pleut 3 fois par an. Pendant 13 siècles, le barrage tient. il est entretenu par des générations d'ingénieurs sabéens. Et puis, vers 575 de notre ère, à la fin de la dynastie himyarite qui avait succédé aux Sabéens, le barrage cède. 1, 2, 3 fois. Définitivement. Le Coran lui-même, Dans la sourate 34, mentionne cette rupture comme un châtiment divin contre les Sabéens devenus impies. Les terres irriguées redeviennent déserts. La population émigre vers le nord. Et l'islam, qui arrive un demi-siècle plus tard, recouvre tout. le temple Baran, Dédié au dieu sabéen Al-Makka, est progressivement enseveli sous le sable. Aujourd'hui, à cause de la guerre civile au Yémen, on ne peut plus visiter Mareb. Le barrage est dans une zone de front. et la civilisation qui a inventé le mot encens, Dans toutes les langues du monde antique, attend, sous le sable, qu'on cesse de se battre par-dessus. Changement de continent. Mexique, golfe du Mexique, plaine côtière de Veracruz. vers 1500 avant notre ère, C'est-à-dire à peu près au moment où les Mitanniens dressent leurs chars en Syrie, un peuple s'installe dans la jungle humide entre la Sierra Madre et la mer. Ils n'ont pas laissé d'écriture déchiffrable. on ne sait pas comment ils s'appelaient eux-mêmes. Les archéologues les ont nommés Olmec, ce qui veut dire en nahuatl « peuple du caoutchouc », un nom donné par les Aztèques 2000 ans plus tard à leurs descendants éloignés parce que la région produisait du latex. Les Olmecs sont la première grande civilisation de Mésoamérique. Avant les Mayas, avant les Aztèques, avant Teotihuacan, il y a eux. Ils inventent ou propagent À peu près tout ce qui définira ensuite les civilisations mésoaméricaines. Le jeu de balle rituel, le calendrier solaire de 365 jours, le concept du zéro mathématique, le sacrifice du jaguar comme animal divin, et probablement la première écriture du continent, quelques signes glyphiques
dont on n'est pas encore sûr qu'ils forment un véritable système. Mais ce qu'on retient d'eux, ce sont les têtes. 17 têtes colossales en basalte, sculptées entre 1200 et 900 avant notre ère, retrouvées dans 4 sites principaux, San Lorenzo, la Venta, Tres Zapotes, la Cobata. Chaque tête est unique. Chaque tête représente, manifestement, Un visage humain réel, pas un dieu générique. Traits individualisés, oreilles différentes, expressions distinctes. La plus grande mesure, 3,40 m de haut et pèse 50 tonnes. Et voilà le détail qui dérange. le basalte dont elles sont taillées Ne se trouve pas dans la plaine de Veracruz. Il provient des montagnes des Tuxtla, à 100 km au sud-ouest. Pour amener un bloc de 50 tonnes sur 100 km à travers la jungle, les rivières et les marécages, sans roues, sans animal de trait, sans métal. Il faut une organisation sociale considérable, une main-d'œuvre de plusieurs milliers de personnes mobilisables et un projet idéologique cohérent. Les Olmecs avaient les trois. Et puis, vers 400 avant notre ère, leur civilisation s'éteint. Pas en une bataille, pas en une catastrophe identifiable. Les sites cérémoniels sont abandonnés, parfois après que les têtes ont été délibérément enterrées ou défigurées, comme si quelqu'un voulait neutraliser leur force. Les hypothèses Parlent d'un volcanisme local. Le volcan San Martin a connu une éruption majeure à cette époque, ou d'un changement du cours des rivières qui aurait submergé San Lorenzo. Le fait est que les Olmecs disparaissent. leur héritier culturel, Mayas, Zapotèques, Aztèques vont oublier jusqu'à leur nom. Les Espagnols qui débarquent en 1519 trouveront les Aztèques, pas les Olmecs. Les têtes resteront dans la jungle jusqu'en 1862. Et c'est seulement en 1942 qu'on comprendra qu'elles appartenaient à une civilisation qui avait précédé toutes les autres. Plus grand peuple oublié de tout ce film, vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan et le nord-ouest de l'Inde. entre 2600 et 1900 avant notre ère. Une civilisation qui couvre 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus grand que la France, l'Espagne et l'Italie réunies, et qui rassemble probablement 5 millions d'habitants à son apogée. Plus que l'Égypte pharaonique. Plus que la Mésopotamie sumérienne. Et pourtant, jusqu'en 1922, le monde ne savait absolument pas qu'elle avait existé. Cette civilisation, on l'appelle aujourd'hui civilisation de l'Indus ou civilisation harapéenne, du nom de son premier site identifié, Harappa, au Pendjab pakistanais. Le second grand site, Mohenjo-Daro dans le Sindh, signifie en sindhi « la colline des morts ». Quand un fonctionnaire britannique de l'Archaeological Survey of India, John Marshall, commence à creuser en 1922, il découvre quelque chose qu'aucune civilisation antique ne lui avait montré. Une ville entière, planifiée. les rues sont orthogonales. Alignés au nord magnétique. Les blocs d'habitation ont la même taille standardisée. Les briques cuites ont toutes le même format, un rapport 4 pour 2 pour 1, d'un bout à l'autre du million de kilomètres carrés couverts par la civilisation. Chaque maison possède sa salle de bain Et ses toilettes, raccordées à un système d'égouts souterrains en briques, recouverts de dalles amovibles pour le nettoyage. Au 4e millénaire avant notre ère, il faudra attendre les Romains pour retrouver un système équivalent. Et encore, les Romains Ne le mettaient-ils pas dans toutes les maisons? Au centre de Mohenjo-Daro, une piscine rituelle, le Grand Bain, mesure 12 mètres sur 7, étanchéifiée au bitume. Les habitants se baignaient probablement avant un rite religieux qu'on ignore. parce qu'on ignore en fait l'essentiel sur ces gens-là. Leur écriture, environ 400 signes différents, gravés sur des sceaux en stéatite, n'a jamais été déchiffrée, malgré un siècle d'efforts. On ne sait pas dans quelle langue ils parlaient. On suppose une langue dravidienne, peut-être ancêtre du tamoul, mais ce n'est qu'une hypothèse. On ne connaît pas le nom d'un seul de leurs rois. D'un seul de leurs prêtres,
d'une seule de leurs villes. Les noms Harappa et Mohenjo-Daro sont des noms modernes. La fameuse statuette du roi prêtre, sculptée en stéatite, conservée à Karachi, ne représente peut-être pas un roi du tout. Vers 1900 avant notre ère, en 2 à 3 siècles, toutes les villes de l'Indus sont abandonnées. Mohenjo-Daro, Harappa, Dholavira, Lothal, Rakhigarhi, toutes vidées. Pas d'invasion massive identifiable, pas de couche de cendres généralisée. le climat semble avoir basculé. La mousson s'affaiblit, le fleuve Sarasvati, qui coulait parallèlement à l'Indus, s'assèche complètement vers 1900 avant notre ère. La population émigre, se ruralise, perd progressivement ses techniques urbaines. Et le souvenir disparaît si totalement Que pendant 3800 ans, plus personne, ni en Inde, ni au Pakistan, ni ailleurs, ne se souvient qu'une civilisation a couvert cette zone. Hongshan. Plus à l'est encore, Chine du nord-est, province du Liaoning, près de la Mongolie intérieure. Une région que la Chine centrale considérait comme barbare, périphérique, secondaire. et où l'archéologie a découvert, À partir de 1921, les traces d'une culture qui remonte à 4700 avant notre ère. c'est-à-dire 1500 ans avant la dynastie Xia, Dont les historiens chinois traditionnels font le début de leur histoire. On l'appelle culture de Hongshan, du nom d'un site initial près de la ville actuelle de Shifeng. Les Hongshan ont laissé deux choses qui changent ce qu'on pensait savoir des origines de la civilisation chinoise. D'abord, des dragons. Le plus ancien dragon chinois connu, sculpté dans un bloc de jade vert de 26 cm en forme de virgule, daté de 5000 avant notre ère, vient d'un site Hongshan. Il préfigure toute l'iconographie dragonesque qui structurera plus tard la culture chinoise, du bronze à l'Empire. Ensuite, et surtout, des sanctuaires monumentaux. Sur le site de New Heliang, à proximité de la frontière entre le Liaoning et la Mongolie intérieure, les archéologues ont mis au jour, à partir de 1983, un complexe religieux étendu sur 50 km². Au cœur de ce complexe, un temple en demi-sous-sol, partiellement enterré, contenait une statue grandeur nature d'une femme assise en méditation, dont seul le visage est conservé. Un masque modelé en argile, peint en rouge, avec des yeux incrustés de jade vert. Les archéologues l'ont appelée la déesse de New Heliang. Elle date d'environ 3500 avant notre ère. Personne, à cette époque, en Chine, ne fabriquait de portraits grandeur nature en argile. Personne. Autour du temple, 60 tertres funéraires construits en pierre sèche, contenant des sépultures riches en jade, symbole déjà de pouvoir et de statut. Une organisation sociale stratifiée, avec une élite religieuse, 1500 ans avant la dynastie Xia. La civilisation Hongshan s'éteint vers 3000 avant notre ère, probablement à cause d'un refroidissement climatique qui la pousse vers le sud, où elle se mélange aux populations néolithiques de la Chine centrale. les éléments culturels survivent. La jade, le dragon, la déesse, mais le peuple en tant que tel disparaît dans la grande synthèse culturelle qui donnera, 1000 ans plus tard, la première dynastie chinoise. Pendant 5000 ans, plus personne ne se souvient qu'au nord, il y avait eu une civilisation antérieure à la Chine. Retour en Afrique. Soudan actuel, entre le 5e et le 6e cataracte du Nil, dans une plaine semi-désertique à 200 km au nord-est de Khartoum. À partir de 800 avant notre ère et jusqu'au milieu du 4e siècle de notre ère, c'est-à-dire pendant plus de 1000 ans, un royaume africain règne sur le Soudan, la Haute-Égypte et une partie de l'Érythrée. On l'appelle royaume de Couche ou royaume de Méroé, d'après sa capitale tardive. Sa dynastie a fourni à l'Égypte ce qu'on appelle la 25e dynastie. Entre 745 et 656 avant notre ère, l'Égypte a été gouvernée par des pharaons noirs venus du Soudan.
Taharqa, dont la statue colossale est au British Museum, est l'un d'entre eux. Il commandait des armées qui sont allées combattre les Assyriens en Palestine. Et à Méroé même, ces pharaons noirs, puis leurs successeurs couchites, ont construit pendant 8 siècles ce qui constitue aujourd'hui le plus grand champ de pyramides du monde. Pas en Égypte, au Soudan. Plus de 200 pyramides recensées, plus petites que celles de Gizeh, entre 6 et 30 mètres de haut, mais beaucoup plus nombreuses. Elles servaient de tombe aux rois, aux reines et aux hauts dignitaires de Méroé. Beaucoup ont été éventrés au XIXe siècle par un aventurier italien nommé Giuseppe Ferlini, qui cherchait de l'or et qui a dynamité les sommets de 40 d'entre elles. On y a retrouvé, malgré ces dégâts, des bijoux d'orfèvrerie d'une finesse qui rivalise avec ceux de Toutankhamon. Les Méroïtes avaient leur propre écriture, à partir du IIIe siècle avant notre ère, une écriture alphabétique de 23 signes, dérivée des hiéroglyphes égyptiens, mais utilisée pour transcrire leur propre langue. Cette écriture, on sait la lire, on connaît la valeur phonétique de chaque signe, mais on ne sait pas la comprendre. La langue méroïtique reste inconnue. On peut prononcer les inscriptions des temples et des stèles funéraires, mais on n'a aucune idée de ce qu'elles signifient. C'est le seul cas dans l'histoire mondiale où une écriture a été déchiffrée sans qu'on en comprenne la langue. Vers 350 de notre ère, Méroé est conquise par le royaume d'Aksum, monte plus au sud. Le christianisme arrive un siècle plus tard, puis l'islam au 8e siècle. Et progressivement, le sable recouvre tout. Les pyramides restent visibles dans la plaine, mais leur signification, leur langue, leur lignée, tout cela se perd. Aujourd'hui encore, à Khartoum, on enseigne difficilement aux écoliers que leurs ancêtres ont régné sur l'Égypte. Le royaume qui a achevé Méroé mérite lui aussi sa place dans cette liste. 500 Érythrée, vers le 1er siècle de notre ère, un royaume émerge qui va devenir, en quelques siècles, l'une des 4 grandes puissances mondiales selon le manichéen perse Mani, écrivant au IIIe siècle, Rome, la Perse sassanide, la Chine des Han et Aksum. 4. C'est dire que l'Éthiopie antique pesait à l'échelle de l'Empire romain. Aksum frappe sa propre monnaie d'or, en quantité telle qu'on en retrouve aujourd'hui dans toute la côte indienne, preuve d'un commerce transocéanique régulier. Aksum contrôle le commerce de l'ivoire, des aromates et des esclaves entre la Corne de l'Afrique, l'Inde et la Méditerranée. Aksum convertit son roi Ezana au christianisme en l'an 340, c'est-à-dire avant l'Empire romain qui n'officialisera le christianisme qu'avec l'édit de Thessalonique en 380. L'Éthiopie est donc, techniquement, le premier État chrétien officiel de l'histoire mondiale. Et Aksum bâtit, à sa capitale du même nom, des stèles monumentales, des obélisques taillés dans un seul bloc de granit, dressés debout, décorés de façades sculptées qui imitent une porte et plusieurs étages de fenêtres. La plus grande mesurait 33 mètres de haut et pesait 520 tonnes. C'est la plus grande pierre jamais dressée par l'homme dans toute l'histoire, plus grande que les obélisques égyptiens, plus grande que les menhirs de Karnak. Elle s'est écoulée au VIe siècle, probablement lors de sa propre érection. L'opération a peut-être échoué et la stèle a basculé en cassant en 5 morceaux. Elle gît encore aujourd'hui en 5 morceaux, à côté du site. Une autre stèle, de 24 mètres, a été emportée en Italie par Mussolini en 1937 et restituée par l'Italie en 2008. Et puis, l'islam arrive. Vers 620, des compagnons de Mahomet trouvent asile à Aksum pour fuir les persécutions de la Mecque. Le roi aksumite, chrétien, les protège. Le geste sera longtemps respecté. Mais à partir du 7e siècle, les conquêtes arabes ferment progressivement les routes commerciales de la mer Rouge. Aksum se retrouve coupé du commerce méditerranéen. La capitale perd son centre de gravité. Au IXe siècle,
le royaume s'est déplacé vers le sud, dans les hauts plateaux. La cité d'Aksum se ratatine. Et l'Europe, qui ne distingue plus l'Afrique chrétienne de l'Afrique musulmane, oublie son existence pendant 8 siècles. Au XVe siècle, quand un voyageur portugais nommé Pero da Covilhã arrive à la cour du Négu, il découvre, ébahi, qu'il y avait là, depuis 1300 ans, un royaume chrétien dont personne en Europe ne parlait plus. Et nous voilà à la dernière, la plus connue et donc la plus piégée. La civilisation dont vous avez tous entendu le nom au lycée et dont vous ne savez probablement presque rien d'autre que la phrase « Carthago delenda est ». Carthage doit être détruite. Prononcée par Caton l'Ancien, sénateur romain, à la fin de chaque discours, pendant les 20 dernières années de sa vie, à propos d'une rivale méditerranéenne qu'il considérait comme une menace existentielle pour Rome. Carthage est fondée en 814 avant notre ère par des colons phéniciens venus de Tyr, conduits, selon la légende, par la princesse Élissa, plus connue sous son nom latin de Didon. La cité s'installe sur la côte de l'actuelle Tunisie, à 10 km du centre moderne de Tunis. En 3 siècles, elle devient la première puissance maritime de la Méditerranée occidentale. Sa flotte de guerre est considérée comme imbattable. Ses ports, 2 ports en réalité, l'un commercial rectangulaire, l'autre militaire parfaitement circulaire, avec 220 cales sèches couvertes, pouvant abriter chacune un navire, sont une merveille d'ingénierie navale, encore visible aujourd'hui depuis les airs sur la côte tunisienne. Sa population avoisine les 400 000 habitants au IIIe siècle avant notre ère. C'est probablement la plus grande ville du monde antique à cette époque, plus grande que Rome. Carthage a une religion à elle, dérivée des cultes phéniciens, Baal-Amon, Tanit, Melkart. Elle a une langue à elle, le punique, qui est l'arabe en train de naître. Elle a une littérature à elle. Magon le Carthaginois écrit, au IIIe siècle, un traité d'agriculture en 28 livres que les Romains traduiront entièrement en latin parce qu'ils n'avaient rien d'équivalent. Elle a une économie agricole sophistiquée, irrigation, rotation des cultures, élevage intensif. Et elle a Hannibal, le général qui, en 218 avant notre ère, traverse les Alpes avec des éléphants et inflige à Rome, en 6 ans de campagne en Italie, les pires défaites de son histoire, Trasimène, Cannes. Rome finit par gagner 20 ans plus tard. La paix de 201 avant notre ère interdit à Carthage toute armée, toute flotte, toute politique étrangère sans autorisation romaine. La cité survit, désarmée. Elle se reconstruit économiquement. Et c'est précisément ce qui terrifie Caton, qui pense qu'une Carthage prospère est toujours une menace. La Troisième Guerre punique, en 149 avant notre ère, est une guerre que Rome déclenche sans véritable provocation. Le siège dure 3 ans. En 146, la ville tombe. Scipion Émilien, le général romain, donne l'ordre. La cité est rasée. Le feu brûle pendant 17 jours. Les survivants, 50 000 personnes sur les 400 000, sont vendus en esclavage. Les bibliothèques sont distribuées, à titre symbolique, aux rois numides voisins, sauf le traité de Magon, traduit en latin. Tout le reste est incendié. Et selon la légende, transmise par les sources tardives, Scipion fait passer la charrue sur le site et y répandre du sel, pour qu'aucune culture n'y repousse jamais. C'est probablement une exagération. L'archéologie n'a pas retrouvé de couche de sel anormale, mais l'image dit ce qu'il fallait faire comprendre. Voilà ce que Rome fait. Et voilà ce qu'elle fait ensuite, qui est plus grave encore. 100 ans plus tard, sous Jules César puis sous Auguste, Rome reconstruit une nouvelle ville sur le même emplacement. Romaine, latine, païenne au sens romain. Cette Carthage romaine devient la 2e ville d'Afrique du Nord, après Alexandrie. Elle dure 5 siècles. Et elle écrit sa propre histoire de Carthage
en effaçant la précédente. Les chroniques romaines parlent des Puniques comme de barbares cruels qui sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch. Accusation reprise tardivement par les chrétiens et dont l'archéologie moderne montre qu'elle est largement une diffamation politique. La langue punique, qui était parlée par les paysans tunisiens jusqu'au 5e siècle de notre ère, selon le témoignage de saint Augustin, est progressivement écrasée par le latin. La religion phénicienne est récupérée par le christianisme, qui transforme Tanit en sainte locale. Et le nom de Carthage, en dehors du contexte des guerres puniques, devient un nom presque vide. Aujourd'hui, à Carthage, on visite des ruines romaines, les thermes d'Antonin, l'amphithéâtre, le théâtre, le forum, tous romains. De la Carthage punique, Il reste essentiellement le Tophée de Salammbô, un sanctuaire à ciel ouvert avec des milliers de stèles dédicatoires et des urnes funéraires d'enfants, et les ports puniques encore lisibles depuis les ères. le musée du Bardo, à Tunis, Expose une centaine d'objets puniques. C'est presque tout. Une civilisation qui a dominé la Méditerranée occidentale pendant 6 siècles, qui a inventé une partie de l'agriculture méditerranéenne moderne, qui a failli vaincre Rome, réduite à un tophée et à 2 ports circulaires. Voilà ce que Rome a fait. et voilà ce que nous appelons aujourd'hui, Sans gêne, la civilisation occidentale, celle qui a écrit l'histoire à la place de celle qui a perdu. Récapitulons. Tartessos, disparu en une génération dont on ne sait toujours pas pourquoi. Coucouteni Tripilia, Qui brûlait ses propres villes tous les 60 ans et qui s'est éteinte dans le silence. Les Hittites, dont on a oublié jusqu'à la langue, retrouvés en 1906 dans une tablette poussiéreuse. le Mitanni, dont la capitale n'a jamais été retrouvée Et qu'on ne pourra plus chercher tant que la Syrie sera en guerre. Ougarit, inventeur de l'alphabet, brûlé jusqu'au sol par les peuples de la mer. Saba, dont le grand barrage a tenu 13 siècles Avant de céder définitivement. Les Olmèques, dont les 60 tonnes de basalte sculpté trônent dans la jungle sans qu'on sache à quoi exactement elles servaient. La civilisation de l'Indus, Plus grande que l'Égypte pharaonique, dont l'écriture résiste depuis 1 siècle à toute tentative de déchiffrement. Les Hongshan, dont la déesse en argile à yeux de jade nous regarde encore depuis la province du Liaoning. Méroé, Dont les 200 pyramides soudanaises n'apparaissent dans aucun cours d'histoire scolaire en Europe. Aksum, dont la stèle de 33 mètres était la plus grande pierre jamais dressée, et Carthage, effacée non pas par le feu, mais par 5 siècles de récits romains écrits par-dessus. Aucun de ces peuples n'est inventé. Tous ont laissé des objets qu'on peut, aujourd'hui, aller voir dans un musée ou sur un site archéologique. tous ont été, à un moment de leur histoire, Plus puissants que ne l'étaient les peuples qui les ont effacés. Et tous, sans exception, ont disparu non pas parce que leur civilisation était inférieure, mais parce que personne, après leur chute, n'a continué à écrire leur nom. voilà la question qu'on peut poser À la fin de cette plongée, combien d'autres peuples avons-nous perdus simplement parce que ce sont leurs ennemis qui ont eu le dernier mot et la plume? Combien d'écritures attendent, Dans des vitrines de musées ou dans des stèles de pierre, qu'un linguiste leur redonne le pouvoir de parler? Combien de Garamantes? Dans combien de Sahara? Dites en commentaire lequel de ces 12 peuples vous a le plus marqué. si cet épisode vous a appris quelque chose, Mettez un j'aime, c'est le meilleur signal pour la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine plongée dans des dossiers que l'histoire officielle préfère ne pas évoquer.